Alors nous allons continuer dans l'utilisation des outils tels que la clotoïde pour prédire ici un cas très important qui est la diffraction par un bord d'écran. Alors retour sur ce que nous avons déjà vu, on a vu les intégrales de Fresnel qui pouvaient s'exprimer aussi à partir d'une forme complexe, et on a vu un outil qui était directement relié, un outil graphique qui est la spirale de Cornu, également appelée clotoïde. Et parmi les propriétés intéressantes de cette clotoïde, on a l'abscisse curviligne S qui est égale au paramètre qui rentre dans la définition du point M. Donc sur ça, si ce n'est pas encore clair pour vous, je vous invite à voir les vidéos correspondantes. Ce qu'on a vu également, c'est la manière d'exprimer le champ diffracté sur un écran qui est situé à une distance Z0. On a une expression explicite de l'amplitude du champ diffracté. Alors, cette expression explicite, on a trouvé un autre moyen de la formuler. Dans le cas d'une pupille binaire rectangulaire, on a pu montrer que le résultat, quand on s'intéresse au profil d'intensité, c'était égal à une constante multipliée par une quantité qui fait intervenir les intégrales de Fresnel et des quantités U2, U1 qui sont obtenues à partir d'un changement de variable. Donc U, c'est racine de 2 sur lambda Z0 x' moins x. Donc quand on fait ça, on a une expression exacte de la figure diffractée de notre problème, qu'on soit proche de l'objet ou bien qu'on soit loin de l'objet. Alors, qu'est-ce qui fait la force de ce type de formulation? C'est qu'on peut l'interpréter graphiquement, simplement en associant aux limites de nos systèmes un point A, un point B. Le point A, il a comme coordonnées xi de U1, état de U1, et le point B, xi de U2, état de U2. Et dans ce cas-là, la valeur de la quantité IU, c'est simplement la distance directe entre le point A et B. C'est plus précisément la distance au carré entre le point A et B. Alors, le problème qu'on va étudier dans cette vidéo, c'est le problème d'un bord d'écran. Donc ici, on a un écran qui est semi-infini, donc qui va laisser passer la lumière uniquement pour les Y positifs, pour ici l'orientation que j'ai choisie. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'ici, le critère qu'on a vu, le critère de Fresnel qui nous donne la distance à partir de laquelle on pourrait utiliser la formulation de Fraunhofer. Ce critère, c'est une distance qui est supérieure à L carré divisé par 2 lambda. Comme L, la taille de la pupille, elle est semi-infinie, Z0 pourra jamais être supérieur à L carré divisé par 2 lambda. Donc là, on sera toujours obligé de recourir au modèle le plus complet. On ne pourra pas se satisfaire des simplifications qu'on verra dans les vidéos suivantes, ce qu'on appelle la diffraction de Fraunhofer. Donc là, on a vraiment un cas d'école qu'il est important de comprendre et d'apprendre. Et ce cas d'école, il ne concerne pas uniquement l'optique. On le retrouve dès qu'on a un comportement ondulatoire. Et quand on a des exemples, par exemple, de transmission d'ondes radio, d'ondes hertziennes entre deux bâtiments, un obstacle qui est sur le chemin de l'onde va créer une diffraction. Donc ça peut être un arbre, ça peut être le passage d'un véhicule, ça peut être tout autre type d'obstacle qu'on a sur le chemin de l'onde qui va limiter la propagation de l'onde. Ça va créer une diffraction typique de la diffraction du bord d'écran, et les gens qui font le dimensionnement de ces systèmes, même s'ils ne travaillent absolument pas avec l'optique, ils connaissent les propriétés de la diffraction d'un bord d'écran. Alors, comment on va gérer tout ça?
Alors, on va déjà regarder dans la direction horizontale ce qu'on a. Notre pupille dans la direction horizontale, elle s'étend de moins l'infini à plus l'infini. Donc si je regarde ma coordonnée normalisée U, qui vaut racine de 2 sur lambda z0 x' moins x, eh bien elle va varier entre U1 qui vaut plus l'infini et U2 qui vaut moins l'infini. Donc on va définir les deux points sur la clotoïde qui correspondent. Donc U1 il correspondra au point A et U2 correspondra au point B. Et là ce qui est bien, c'est que ni A ni B ne dépendent de x'. Ils ne vont pas dépendre de la position d'observation. Donc sur mon écran, quel que soit x', j'aurai la même figure. Alors, je reprends ma clotoïde. Mon point A, c'est pour U1 qui vaut l'infini. C'est-à-dire que sur ma clotoïde, je vais prendre le point où mon paramètre est infini. Et rappelez-vous la limite des intégrales de Fresnel en plus l'infini. Les deux intégrales ont la même limite et elles se situent en 1,5. Donc mon point A, eh bien, il est situé en 1,5, 1,5. Et de la même manière, vu la symétrie de la clotoïde, mon point B, qui correspond à moins l'infini, lui, il est situé en moins 1,5, moins 1,5. Donc, si je veux ma distance entre la valeur de mon intensité au niveau horizontal, c'est IU, donc ce sera la distance entre A et B prise au carré, et cette distance, elle vaut 2. Donc ça y est, là j'ai traité ce qui se passait dans la direction horizontale. Maintenant, bien sûr, ce qu'il y a, c'est la direction la plus intéressante, c'est la direction verticale. Alors, dans la direction verticale, on va procéder un petit peu de la même manière. On va regarder déjà les bornes de ma pupille. Ma pupille varie entre 0 et plus l'infini. Donc, ma coordonnée réduite V, racine de 2 divisé par lambda 0, y' moins y, ça va me donner, pour ma première borne, où j'ai y1 qui vaut 0, eh bien, ça va me donner V1 qui vaut racine de 2 sur lambda z0, y'. Et pour V2, là où y2 vaut plus infini, eh bien, je vais obtenir moins l'infini. Donc là, eh bien, on voit que V1 va prendre en compte ma position y' d'observation. Donc, je vais avoir un changement de la valeur de IV en fonction de y'. Donc, c'est ça qui va nous permettre eh bien, de construire la figure de diffraction. Donc, B sera fixe sur la clotoïde et A va se déplacer sur la clotoïde. Alors, mon point B, où est-ce qu'il se situe? Il correspond à moins l'infini. Donc, comme tout à l'heure, mon point B, il est à la même position. Il est en moins 1,5, moins 1,5. Et mon point A, lui, il va se balader sur la clotoïde en fonction de y'. Donc, on peut regarder un peu les différents cas. Quand j'ai y' qui est très fortement négatif. Donc là, je suis dans l'image du bord. Je vais avoir A qui va être proche de B. Donc ma distance AB, ma distance directe AB, elle va être très faible. Donc je vais avoir une intensité lumineuse qui va être très faible. Maintenant, on va dire qu'y' vaut 0. Alors dans ce cas-là, mon A il est à l'origine et ma distance AB, elle vaut 1,5. Et puis, si je considère y' qui est très grand, eh bien le point A, il va se rapprocher progressivement de 0,5, 0,5, ce qui va faire que AB, il va tendre vers la valeur de 2. Donc on voit comme ça qu'on passe dans l'ombre du bord d'écran d'une valeur qui est nulle jusqu'à une valeur AB carré qui vaut 2.
Alors on va illustrer tout ça avec cette vidéo où là on a le point A qui se balade, qui évolue progressivement sur la clotoïde, et ce qu'on voit c'est que la distance entre le point B et le point A augmente au départ progressivement, et quand on va passer vers 0, elle va augmenter beaucoup plus rapidement et ensuite osciller autour de la valeur 1. Alors sur le graphique de droite, ce qui est représenté en rouge, eh bien c'est la figure géométrique de notre bord d'écran, et en bleu, c'est la figure diffractée. Donc on voit qu'il y a quand même une différence qui n'est pas négligeable entre les deux. Ce qu'on peut voir aussi, c'est comme un offset, comme un petit décalage entre la figure diffractée et l'image géométrique. Par exemple, on aurait pu s'attendre à ce que l'image diffractée vaille 0,5 en y' qui vaut 0. Non, c'est pas le cas, c'est un petit peu décalé vers les valeurs positives. Ce qu'on remarque aussi, c'est que l'intensité lumineuse dans l'image diffractée est supérieure à certains moments à l'intensité de la figure géométrique. Ça n'a rien de surprenant quand on a en tête que la figure de diffraction, c'est le résultat d'un processus d'interférence. Donc, avoir une intensité plus grande, voilà, ça vous rappelle ce qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents. Donc ici, j'ai repris cette figure de diffraction, cette image géométrique et l'expression qu'on a de cette diffraction par le bord d'écran. Si on veut l'expression en fonction des variables réelles et non plus de la variable réduite V2, eh bien il suffit de remplacer V1 par son expression et on obtient ici l'expression explicite de l'intensité en fonction de la position sur l'écran d'observation. Et voilà, ici un bel exemple de diffraction bord d'écran. C'est une image où on voit clairement toutes ces oscillations qui apparaissent. Et pour finir, ce qu'on a ici, c'est l'image d'une lame de rasoir. Alors pourquoi une lame de rasoir? C'est parce que du coup, vous voyez, il y a très peu d'épaisseur sur l'objet diffractant qu'on a en haut, donc ça fait une très belle diffraction. Et sur cet exemple aussi, on voit bien toutes ces oscillations qui apparaissent au niveau des différents bords. Alors tout ça, imaginez que vous avez par exemple un cheveu qui est totalement éclairé, eh bien c'est comme si vous aviez deux bords d'écran qui vont éventuellement interférer. Ça va vous donner des belles figures où on va avoir deux bords d'écran proches l'un de l'autre qui en plus vont interférer l'un avec l'autre. Donc là, il y a la diffraction plus une interférence supplémentaire qui se rajoute. Alors ce type d'image, j'aurai l'occasion de vous en montrer d'autres, c'est tiré d'un ouvrage qui est l'Atlas des phénomènes optiques qui avait été publié par différents auteurs, un allemand et puis deux français. Et vous voyez, il était rédigé à la fois en français, en anglais, mais aussi en allemand.